Innovation, nouveaux outils technologiques, l'intelligence artificielle se développe partout. Elle est au cœur de nouveaux enjeux pour la ville et pour l'immobilier. État des lieux et perspectives, Figaro Immo, c'est parti. Deux invités sur le plateau de Figaro Immo pour parler intelligence artificielle au service de la ville. Hubert Béroche, bonjour. Bonjour Olivier. Hubert, fondateur de Urban AI, expert numérique France 2030, conférencier et auteur d'un rapport sur l'IA générative et la ville avec le soutien de la métropole du Grand Paris. Martin Pavanello, bonjour. Bonjour. Alors Martin, CEO de Mister IA, qui forme beaucoup d'entreprises, notamment dans le secteur immobilier, à se servir justement de l'intelligence artificielle et des nouveaux outils technologiques. Voilà, on va dire... On va commencer en introduction tous les deux, peut-être parce que beaucoup s'interrogent, évidemment, on entend parler énormément d'intelligence artificielle. Quelle est pour vous votre définition de l'intelligence artificielle, Hubert ? Alors, en effet, c'est pas une question si facile, mais on pourrait commencer par dire que dans l'IA, il y a des algorithmes qu'on appelle apprenants et qui ont la capacité de comprendre de l'information, de la classifier, voire, et c'est peut-être ce qui nous réunit aujourd'hui, de la reproduire. Et ça, ces nouveaux types d'algorithmes, c'est ce qu'on a appelé des IA génératives, c'est-à-dire qu'en donnant de l'information, des données, du texte, des images, de la vidéo à des algorithmes, ils vont le reproduire. Et au-delà, au-dessus de ces algorithmes, tout autour de ces algorithmes, il y a tout un ensemble d'acteurs, des entreprises, des acteurs publics qui se sont emparés de ces algorithmes et on aime à parler d'intelligence artificielle pour désigner la discipline qui essaye de reproduire des fonctions cognitives humaines. Mais donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle dépasse la définition technique et on a tout un ensemble d'acteurs qui essayent de s'en emparer au service de leurs besoins. Très bien. Martin. Définition assez similaire, hein, puisque là, on s'accorde tous dessus. Et en effet, des petits cerveaux artificiels. D'ailleurs, le vrai début de cette technologie, c'est de se dire comment on arrive à recopier des neurones humaines de manière technologique et à les faire apprendre dans un premier temps et dans un deuxième temps réfléchir. Donc on les nourrit avec beaucoup de données, on les entraîne et derrière ces intelligences artificielles, elles génèrent du contenu texte ou image ou plein d'autres. Et ce qui est assez intéressant, notamment ce qu'on nous demande souvent, c'est pourquoi on en entend maintenant parler alors que ça fait très longtemps que ça existe. Et ce qui est très nouveau, c'est pas tant la technologie, celle dont on parle ici d'IA générative, notamment de texte, elle existe depuis 2015-2017. Ce qui est très nouveau, c'est que c'est dans les mains du monde entier depuis 30 novembre 2022, notamment avec ChatGPT. Ouais, c'était vraiment le déclencheur où là, ça a eu un buzz absolument incroyable. Tout le monde s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose. Complètement. C'est en fait OpenAI qui est l'entreprise qui a développé ce petit cerveau artificiel, ce gros cerveau artificiel, qui s'est dit c'est bien, ça existe depuis 2015-2017, c'est très puissant, mais est-ce qu'on ne le mettrait pas dans les mains de monsieur, madame, tout le monde ? Et c'est là qu'ils ont créé en fait l'interface ChatGPT fin 2022. Et c'est pour ça qu'on entend maintenant parler de cette techno qui en fait date pas de fin 2022, mais plutôt d'une petite dizaine d'années, sur l'IA générative en tout cas. Très bien. Alors Hubert, tout a démarré notamment par un tour du monde. Tour du monde pour justement percevoir, se rendre compte de l'intelligence artificielle. C'était il y a 3-4 ans. Ouais, il y a 4 ans, quand j'étais encore étudiant, j'ai entrepris un tour du monde de l'intelligence artificielle parce que c'est déjà une technologie qui m'intéressait et j'avais envie de comprendre, donc en effet c'est les photos qu'on voit, j'avais envie de comprendre sur le terrain ce que ça donne, qu'est-ce qu'il y a derrière le marketing, derrière les images, et donc je m'étais rendu dans 12 villes, parmi lesquelles des villes comme New York, Boston, Amsterdam, Copenhague, Londres, et j'avais rencontré plus de 130 acteurs de l'IA. Il y avait des acteurs très diversifiés, le MIT, SoftBank, Google, la ville de Londres, et le but c'était sur le terrain de comprendre qu'est-ce qu'une IA et comment c'est en train de s'infiltrer dans la ville. Alors, qu'est-ce que vous en avez retenu en synthèse ? Alors, l'enseignement principal, c'est qu'on a de plus en plus d'intelligence artificielle qui sont en train de proliférer en milieu urbain. C'est-à-dire qu'au début, ça coûtait énormément d'argent d'intégrer de l'IA, que ce soit dans des projets immobiliers ou dans des projets de ville intelligente, et donc ça se faisait dans des gros projets. Et maintenant, il y a vraiment une facilité de rentrer dans ces technologies, une diminution de la barrière à l'entrée parce que ça coûte de moins en moins cher d'utiliser de l'IA. Comme tu le disais tout à l'heure, chacun va pouvoir par exemple utiliser ChatGPT, et donc il y a à la fois une prolifération et une diversification des IA dans la ville. Donc on est amené au quotidien à interagir de plus en plus avec des IA différentes, ce qui nécessite de les gouverner, ce qui nécessite de les encadrer, ce qui nécessite de les réguler, et c'est le travail
qu'on a fait avec la métropole du Grand Paris. Alors justement, on va en parler de ce rapport sur l'IA générative et la ville, dont le but c'est d'aider les collectivités, les administrations locales à mieux comprendre, appréhender en fait et maîtriser les données urbaines. Donc de plus en plus de villes s'y intéressent. Ce rapport, alors? Donc on a en effet réalisé avec la métropole du Grand Paris un rapport qui a pour ambition d'aider les collectivités, donc quand même principalement les acteurs publics, à mieux comprendre déjà ce qu'est l'IA générative, puisqu'en effet ça arrivait de manière un peu comme un boom, il y a une forme de révolution, d'un coup ChatGPT est arrivé, on a découvert l'IA, et en particulier les villes se sont intéressées de plus en plus à ce sujet-là. Donc le premier but de ce rapport, c'est déjà de définir ce qu'est une IA générative et d'aider les acteurs de la ville à comprendre ce que c'est. Et puis ensuite on liste des cas d'usage, c'est-à-dire très concrètement comment une ville, comment un acteur urbain, peut-être même un acteur de l'immobilier, va être amené à pouvoir intégrer de l'IA générative dans ses services, dans son métier, dans sa vie de tous les jours. Et enfin, il y a des réflexions qu'on a élaborées. On a interviewé une dizaine d'acteurs internationaux, parmi lesquels des membres du MIT, de la ville de Barcelone, de Boston, de la métropole du Grand Paris évidemment. Et donc sur la base de tous ces entretiens, de ces interviews, on propose des réflexions, des pistes un peu de travail pour se saisir de cette technologie intelligemment et sans mettre en péril votre activité, votre organisation. Oui, on va voir quelques cas concrets, des cas d'usage. On a par exemple la ville de Meudon, donc dans les Hauts-de-Seine, qui utilise l'intelligence artificielle urbaine pour fluidifier son trafic routier. Il y a Noisy-le-Grand aussi qui mène des actions pour réduire la consommation énergétique de 200 bâtiments publics. Il y a beaucoup d'exemples comme ça que vous donnez. Absolument, on se rend compte qu'en fait l'intelligence artificielle est extrêmement puissante pour aider les acteurs de la ville à optimiser ce qu'ils ont déjà. Et donc ça peut fonctionner sur le trafic, c'est ce qu'a expérimenté la ville de Meudon dans le cadre d'une initiative réalisée avec la Commission européenne où ils ont utilisé des IA, cette fois-ci conventionnels, pour optimiser le trafic routier. C'est quelque chose qui fonctionne assez bien, notamment via des feux tricolores dynamiques. Et avec la ville de Noisy-le-Grand, l'exemple que vous citez, c'est un projet qui vient d'être lauréat d'un appel à projet de la Banque des Territoires. Et le but, c'est d'utiliser de l'intelligence artificielle très concrètement pour déjà prioriser des travaux de rénovation énergétique. Et donc là, c'est aussi un sujet qui pourrait intéresser des acteurs de l'immobilier. Et sur un patrimoine existant, de pouvoir faire de l'optimisation énergétique, par exemple sur des systèmes de GTB, sur des systèmes de ventilation, ou aussi en poussant des usages vertueux. Donc dans chacun de ces deux cas, on voit aussi qu'on tend vers une ville qui est un peu plus durable, bas carbone et peut-être même résiliente. Justement, des exemples pour un bâtiment, justement sur des croisements de données, jusqu'où on peut aller pour l'instant à l'échelle d'un bâtiment. Alors, il y a un exemple que j'aime beaucoup parce que je pense qu'il va parler à tout le monde et à beaucoup de professionnels, c'est le fait que de plus en plus d'acteurs d'immobilier accumulent de la donnée. C'est-à-dire qu'ils ont déjà en fait des systèmes d'intelligence artificielle qui sont peut-être pas de l'IA générative, mais ils en ont utilisé pour capter de l'information sur leurs occupants, les usages, l'énergie. Donc il y a énormément d'informations à laquelle ils ont accès. Mais c'est pas évident de trouver parmi toute cette information la donnée qui est pertinente selon le cas d'usage ou la réalité à laquelle on est confronté. Et là, l'IA générative va être très forte justement parce qu'elle vous permet d'analyser un large corpus de données et de le synthétiser et de vous donner accès à l'information que vous souhaitez. Donc un exemple concret, nous on a appelé ça la ville temps réel, en se disant justement que vous avez plein de données et que vous allez pouvoir demander en langage naturel un accès à une information, par exemple quel est mon bâtiment qui consomme le plus d'énergie. Et peut-être qu'avant, vous aviez un dashboard, vous voyez, vous aviez besoin d'interagir avec une interface particulière. Maintenant, vous pouvez formuler cette requête en langage naturel. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ces IA génératives, elles vont venir recouvrir des IA existantes et elles vont permettre à des acteurs de l'immobilier, de la ville, d'accéder plus facilement à des informations dont ils ont et donc de bénéficier de ces IA existantes. Et si je peux juste peut-être rajouter un élément là-dessus, ce que ça met aussi en évidence, c'est les risques qu'on peut accumuler si on a mal développé des premières IA. Et on a appelé ça dans le rapport des dettes techniques, c'est-à-dire que si nos IA génératives sont par-dessus d'autres IA, il faut faire attention déjà à bien développer les premières briques d'IA. Ça sur la partie danger, mais autrement, donc on peut aller de la performance énergétique du bâtiment aussi jusqu'à l'intensité d'usage, même pour les bâtiments de bureaux, de savoir l'utilisation en fait des bâtiments, enfin en tout cas des bureaux. On peut aller jusque-là. Absolument. Là, c'est un usage qui est assez connu, je pense, des acteurs de l'immobilier, qui est d'être capable de comprendre, un peu de faire une sorte de cartographie des usages de votre bâtiment. Mais
ce que vous diront souvent des acteurs de l'immobilier, c'est que là, on a une innovation technologique qui a besoin d'être couplée avec d'autres innovations, parfois réglementaires, parfois contractuelles, c'est-à-dire jusqu'à quel point vous pouvez rendre vos espaces de travail modulaires et modulables. Puisqu'une fois qu'on a cette information, il faut être capable de pouvoir en faire quelque chose, peut-être de libérer de l'espace, peut-être de mettre d'autres espaces à louer, etc. Donc... Très bien. Alors, on va changer d'échelle. On passe là on va dire de la ville, la métropole, aux particuliers, aux professionnels de l'immobilier, avec une formation pour maîtriser justement différents outils. Une tendance de fond qu'on va voir avec vous, Martin. Alors expliquez-nous déjà d'où vient, votre intérêt pour l'intelligence artificielle, Martin. Pour l'intelligence artificielle, ça remonte un petit moment à l'école. Souvent, on pense que du coup, j'ai fait une école d'ingénieur puisque c'est à l'école que j'ai appris ça. En fait, non, en école de commerce, il y a 5-6 ans, on nous parlait déjà d'intelligence artificielle. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'on nous en parlait de manière très concrète et très applicable au business. Et donc, tout simplement, j'ai commencé comme ça et c'est vraiment revenu. Et nous, on l'assume à 100% avec l'arrivée de ChatGPT, où on s'est dit, c'était bien l'IA avant, il y avait plein de choses à faire et on creuser les cas applicatifs au business, mais à partir du moment où cet outil il était mis dans les mains de tout le monde, là on s'est dit, notamment avec mon associé, mon frère, avec qui je travaille depuis un petit moment, on s'est dit là ça devient concret. Et là c'est plus seulement quelque chose qui nécessite des data scientists, des analystes, des ingénieurs de l'X ou je ne sais quoi, mais ça devient concret. Donc c'est vraiment en fin 2022 qu'on s'est dit, il faut qu'on passe de cette industrie qui nous plaît, l'IA, et qu'on le couple à l'autre qui nous plaît, l'immobilier. C'est pour ça qu'on est venu là-dessus. Alors justement, donc vous avez une formation généraliste, mais vous formez aussi les conseillers immobiliers pour les aider justement à tirer profit de cette intelligence artificielle dans leur quotidien. Alors des exemples concrets. Alors pour les conseillers immobiliers, il y en a énormément. Nous, ce qu'on fait, et c'est ce qu'on dit, le discours, c'est que sur tout le parcours d'un agent immobilier, si on prend de l'agent immobilier de sa prospection jusqu'à la remise des clés, ça va l'aider. Et ça va l'aider avec une chose hyper importante, c'est que cette IA générative notamment, et si je reprends cet exemple de GPT, mais même d'un Mistral ou d'un copilote de Microsoft, c'est des super assistants. Et donc nous, on forme justement ces conseillers immobiliers en leur disant comment vous pouvez utiliser cette IA en tant que super stagiaire, super assistant. Et là-dessus, quand on creuse, on trouve plein de cas d'usage. Pour préparer des visites. Je veux préparer une visite, je sais que j'ai un client qui est un peu pénible, ou j'ai un jeune, ou j'ai je ne sais qui, comment je dois lui parler. Et là, l'IA générative, là, va vous coacher, c'est un vrai coach. Deuxièmement, on peut faire des comptes rendus de visite. Je sors d'une visite, je prends mon chat GPT, je lui parle pendant 3 minutes de tout ce qui s'est passé, et je lui dis, tu me fais un petit compte rendu pour l'acheteur et un petit compte rendu pour le vendeur. Et là, chacun aura son compte rendu, et ça a été dit, c'est très important, personnalisé, avec les points positifs de la visite, les points négatifs. Ça marche très bien. Nous, on travaille avec beaucoup d'agents immobiliers indépendants, notamment des mandataires immobiliers, qui ont un vrai besoin de communiquer, pour faire de la communication sur les réseaux sociaux, dans leur quartier, dans leur localité. C'est super utile. Création de posts réseaux sociaux, préparer des courriers pour les gens du quartier, toutes ces choses-là. La capacité de l'IA à écrire elle-même du texte et surtout de l'écrire de manière personnalisée, ça les aide beaucoup. Donc ça, c'est pas mal. Et puis je finirai peut-être, si j'en ai un autre, il y en a quelques-uns là. En effet, analyser des PLU, analyser des plans, ça marche très très bien. Et sur la photo, parce que là on parle beaucoup de texte, tout ça c'est plutôt textuel. Sur la photo, c'est génial, faire du home staging notamment, mettre en valeur un bien. Nous, on forme beaucoup de conseillers immobiliers en leur disant, quand vous allez chercher un mandat chez un particulier, quand vous voulez l'aider à vendre son bien, montrez-lui comment vous allez le mettre en valeur déjà. Quand vous allez le mettre sur le Figaro Immobilier, montrez-lui à quoi ça va ressembler. Et quand c'est déjà des biens de luxe, c'est plus facile, mais quand on arrive dans des maisons très vieilles où il faut tout rénover, quand on arrive à dire au particulier, regarde, moi, grâce à mon petit outil d'IA et de home staging, je vais le présenter comme ça sur le portail, ça... On peut dire que ça peut être aussi un peu trompeur. Après, tout dépend comment on se positionne. Si c'est un peu exagéré, non, je pense pas que ce soit trompeur parce que c'est assumé. Aujourd'hui, les agents immobiliers qui utilisent du home staging, ils présentent à l'acheteur et au vendeur le fait que ce n'est pas une vraie photo et que c'est juste une manière d'aider l'acheteur à se projeter. Mais de le tromper, non, je pense pas. Je pense que vraiment au contraire. Même ça fait partie du jeu. Alors, en quoi l'intelligence artificielle peut aider justement sur, notamment, évidemment, dans l'immobilier, le prix, la négociation comment on peut aller ? Pour le particulier, c'est intéressant parce que pour le coup, moi, je pense que c'est un outil qui est très B2B. Il est très, très, très utile. L'IA générative, elle va changer la vie de tous les collaborateurs dans le monde, y compris en France, et y compris l'agent immobilier. Et sur le B2C, on est en train, au fur et à mesure, de chercher des cas d'usage. Et là, pour le coup, dans l'axe d'achat immobilier, je pense qu'il y en a pas mal. Nous, on trouve, et je pense que c'est assez partagé, que l'acte d'achat, ou en tout cas le bien immobilier, c'est quelque chose qui devient de plus en plus complexe. Il y a de plus en plus de normes. On parlait de normes énergétiques. Pour un particulier, s'y retrouver dans la lecture d'un DPE ou dans toutes les diagnostics amiantes et compagnie qu'on fait, c'est pas facile. Et votre super assistant d'IA, il peut vous aider. Vous pouvez donner un DPE à ChatGPT et lui dire, je veux que tu me fasses une analyse, ou tiens, je veux faire tel et tel travaux, quel impact ça peut avoir sur tel DPE je te donne. Ça, le
particulier, ça peut vraiment l'aider. Pareil, moi je pense que c'est un objet qui est de plus en plus complexe, l'immobilier, le bien immobilier, et donc le particulier peut totalement utiliser l'IA pour préparer justement sa relation avec l'agent immobilier. Qu'est-ce que je dois poser à l'agent immobilier pour bien comprendre si le bien il est fait pour moi, qu'est-ce que je dois regarder sur le portail. Tiens, je suis primo-accédant, je suis avec ma copine, on vit dans le sud de la France et on aimerait bien recevoir des amis assez souvent. Qu'est-ce que je dois taper sur le Figaro immobilier pour trouver le bon bien immobilier? Ça peut paraître tout bête, mais en fait, la capacité de cette IA à analyser, à synthétiser toutes ces informations est tellement forte que ça peut vous aider. Donc, il y a des cas d'usage comme ça, il en existe beaucoup, mais autour de l'acte d'achat ou de location, je pense que c'est pas inintéressant pour un particulier de vraiment d'utiliser cet assistant. Hubert, justement un rebond par rapport à ce que vient de dire Martin. Je pense il y a plusieurs cas d'usage en effet que listait Martin qui sont extrêmement intéressants et qui montrent cette capacité qu'a l'IA à rendre accessible du contenu complexe ou pas évident. Donc Martin, tu parlais des PLU. Là, on va pouvoir utiliser des IA génératives pour synthétiser des informations, accéder plus facilement à une donnée. Et donc là, on a une tendance assez forte qui est en train de se dessiner, qui est comment ces IA génératives vont démocratiser du contenu qui n'était pas évident à appréhender, si ce n'est que, et c'est ce que vous disiez Olivier à un moment, il y a en effet des risques éthiques, des risques de tromperie, des risques d'hallucination, et donc ça nécessite un encadrement qui est assez rigoureux, puisque ces technologies parfois peuvent être trompeuses en effet. Et puis la gouvernance aussi, la maîtrise de ces outils, la formation en matière de gouvernance. Alors, on s'est en effet demandé avec la métropole du Grand Paris dans le cadre de ce rapport, comment est-ce qu'on gouverne ces technologies? C'est une question qui est complexe et c'est une question, et c'est ça qui est passionnant, qui est territorialisée. Qui a la main aussi. Ouais. Alors, qui a la main, c'est-à-dire que sur un territoire, vous avez un réseau d'acteurs qui est assez différent et c'est ces différents acteurs qui vont pouvoir interagir et gouverner ces IA. Par exemple, la métropole peut avoir un rôle de coordinateur, de régulateur. Les villes aussi ont des chartes de la donnée, ont des régulations très localisées. Donc, en fait, on se rend compte que de plus en plus, on a des poches de régulation qui sont en train d'émerger et différentes villes qui vont réguler différemment l'IA, ce qui est plutôt aussi une bonne nouvelle. Martin, oui. Et ce qui est beaucoup plus dur au niveau du particulier, parce que c'est vrai qu'au niveau institutionnel, on voit des régulations et de la gouvernance qui se met en place et c'est une bonne chose, c'est nécessaire. Là où ça devient dur, c'est au niveau du particulier. C'est en fait qu'est-ce qu'on oblige à faire la personne toute seule chez elle qui veut utiliser ChatGPT, l'agent immobilier à Toulouse, qu'est-ce qu'il a le droit de mettre dans ce ChatGPT ou non. Donc c'est assez dur, nous on passe beaucoup de temps à les former là-dessus. Ne mets pas les informations confidentielles de tes clients sur ChatGPT parce que ça part sur des serveurs américains, etc. Donc il y a beaucoup de sensibilisation à faire. Et qui est pour le coup assez complexe au niveau du particulier. Donc nous, on essaye de diffuser ça au maximum, tout en ce qui est aussi complexe dans ce TIA, c'est à la fois, on veut faire attention à toutes ces dérives, mais à la fois, ça va trop vite, on ne peut pas brider les gens sur leur utilisation de l'IA. On ne peut pas leur dire, on interdit ChatGPT, comme l'a fait l'Italie pendant, je crois, ils ont tenu une semaine, puis après ils sont revenus en arrière. C'est très compliqué. Donc on veut les pousser à l'utiliser, ils vont gagner du temps, ils vont travailler mieux, vivre mieux, j'en suis persuadé, mais en même temps avoir le pied sur le frein pour leur dire, attention à ce que vous mettez. Ouais. Donc, quel type de données, quel croisement en temps réel peut-on avoir aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Si on reste sur le secteur qui nous intéresse, là, sur l'immobilier, les bâtiments, la construction, sur ce secteur-là, Hubert. Alors, ce que rend possible déjà l'intelligence artificielle classique, conventionnelle, et ce dont se sont déjà emparés de nombreux acteurs de l'immobilier, c'est d'avoir accès à des informations environnementales, énergétiques, de trafic, pour pouvoir un peu mieux comprendre leurs bâtiments et comment ils s'insèrent dans un environnement existant. Gestion du climat en temps réel aussi, ça c'est possible? Ça peut absolument. Alors ça peut être la gestion du climat, la gestion énergétique, la gestion des usages. Et si on en revient sur l'IA générative, là où ça va être intéressant, c'est que toutes ces informations, on va pouvoir y accéder plus facilement, on va pouvoir interagir avec et le faire en langage naturel. C'est ça quand même qui est en train de se dessiner, qui est quand même très puissant et qu'on voit avec ChatGPT, c'est qu'en fait on interagit verbalement. Vous n'avez pas besoin de savoir coder, vous n'avez pas besoin de dessiner, vous avez juste besoin de vous exprimer et ça vous donne accès aux IA. Et ça c'est quand même extrêmement puissant. Et des interlocuteurs de confiance qui font le pont avec le service public. Absolument. Et alors ça c'est absolument primordial, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à créer des tiers de confiance et à ne pas être dans une jungle de l'intelligence artificielle. Et là, mais c'est une conviction assez personnelle qu'on partage avec beaucoup de nos partenaires, c'est le rôle clé de la régulation. Et on a beaucoup parlé de l'AI Act qui a été émis par l'Union européenne et je pense qu'on va avoir besoin quand même de plus en plus de régulation à l'échelle régionale, nationale et territoriale pour encadrer ces technologies qui, autrement, peuvent être dangereuses.
Martin, oui. Régulation, c'est sûr, et puis besoin d'acteurs français. On a de la chance d'avoir des Mistral aujourd'hui et des boîtes comme Mistral qui sont des vrais concurrents à ChatGPT et qui développent des modèles très puissants. Donc là, ça nous permet aussi d'avoir une IA qu'on appelle souveraine qui tourne sur des serveurs soit chez nous, soit en tout cas en Europe et qui respecte donc au moins nos règles et qui n'envoie pas toute notre data aux États-Unis. Donc avoir ces acteurs, c'est bien, maintenant il faut les financer. Mais c'est là aussi où l'État va avoir... Mais alors justement, le gouvernement, on sait qu'il met le paquet en fait sur l'intelligence artificielle. Il y a 25 mesures qui ont été annoncées. Le président de la République qui souhaite faire de la France la puissance incontournable en matière d'intelligence artificielle. Est-ce que vous, avec votre expérience, le recul que vous avez, est-ce qu'on est à la hauteur des enjeux, Hubert? Alors, on est à peu près à la hauteur des enjeux. Parce que, à peu près. Parce que on a la chance d'avoir en France les meilleurs chercheurs de l'intelligence artificielle. Et j'ai pas vraiment peur de le dire, c'est-à-dire que des Yann Lequin, par exemple, voilà, ils sont français. On a la chance d'avoir parmi les entreprises les plus innovantes. Martin citait Mistral AI et on a beaucoup d'autres. On a la chance d'avoir une politique volontariste. Donc tout ça, on l'a. Par contre, il faut aussi comprendre qu'il y a des sujets sur lesquels on ne pourra pas aller challenger des acteurs américains, par exemple sur du capital. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais mettre autant sur la table en termes d'intensité capitalistique que le font les Américains. Mais donc, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Ça veut simplement dire peut-être qu'on a d'autres voies de développement technologique à aller chercher qui ne sont pas dans l'intensité capitalistique, mais peut-être dans la frugalité, l'ingéniosité, le sens, en un sens peut-être le panache, enfin toutes ces caractéristiques exactement, qui caractérisent la France, mais qui fait qu'on peut se démarquer et jouer notre carte. Mais ça implique de l'assumer. Martin, justement, est-ce qu'on est à la hauteur des enjeux déjà? Non, je pense pas encore non plus. Alors c'est normal, aucun pays ne l'est. Donc je pense que c'est faux aussi. Mais là, l'ambition, elle est affichée. L'ambition, elle est affichée. Et nous, on dit souvent chez Mysteria, il faut aussi faire attention à pas trop être chauvin. On voit justement très souvent qu'on a les meilleurs. Tout le monde dit c'est très bien, on est à la pointe dans l'IA, on n'a pas à jalouser les autres, etc. Certes. Bon, il s'est tenté qu'on utilise quand même du copilote de Microsoft, que les plus grosses boîtes françaises sont financées par Microsoft, que Yann Lequin bosse chez Facebook, et qu'il y a quand même une grosse partie d'Américains. Donc nous, ce qu'on dit, c'est, en effet, sur le financement, on ne pourra pas atteindre les États-Unis. Le plan français de 10 ou quelques milliards, c'est l'avant-dernier investissement qu'a fait Microsoft juste dans OpenAI. Donc on va avoir du chemin et on aura du mal à surfinancer. Donc tout ce qui est création de modèles, ça va être dur. Création d'interface, ça va être très dur. On ne pourra pas être compétitif par rapport à du Microsoft qui appuie sur un bouton et qui déploie Copilot sur 500 ou 800 millions de machines. En revanche, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a la place aujourd'hui pour être le pays où les habitants et les citoyens sont les mieux formés. Il n'y a aucune raison que les Américains se forment plus vite que nous. Il n'y a aucune raison que les Chinois se forment plus vite que nous. Donc nous, on pense que c'est aussi là-dessus qu'il faut vraiment avoir un œil. Certes, il faut qu'on pousse niveau techno et il y a besoin, mais surtout, allons très 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 vite et très très loin sur la formation. Parce que c'est en étant très très bien formés, si les Français sont tous très très bien formés à l'intelligence artificielle, ça ouvrira des portes sur plein d'autres secteurs et on redeviendra compétitif dans plein de domaines. Donc nous, on mise aussi beaucoup là-dessus et ça commence, mais il faut pousser encore. Donc formation démocratisée, on peut aussi imaginer des ateliers participatifs de citoyens grâce à l'intelligence artificielle. Absolument, et il y a une start-up qui s'appelle Urbanist AI qui est basée à Helsinki, qui a été fondée par un architecte et ils utilisent de l'IA générative sur des images lors d'ateliers participatifs citoyens. Donc le but, c'est vous êtes avec votre mairie, vous avez envie d'imaginer un aménagement plutôt que d'essayer de le verbaliser, vous allez pouvoir l'indiquer en langage naturel à une IA générative qui va l'afficher. Et on sait que les images ont une vraie puissance et donc là, ça permet vraiment de pouvoir faire de l'atelier un peu participatif et on l'utilise également, ce type de technologie, pour se projeter sur les conséquences du réchauffement climatique. C'est-à-dire que là encore, on va pouvoir vous montrer en image à quoi ressemblera votre maison en 2050 ou votre rue en 2050. Et ça, c'est aussi extrêmement puissant pour pouvoir actionner des mouvements qui demeurent politiques avant d'être technologique. Martin, jusqu'où on peut aller? C'est difficile de se projeter quand même, mais les perspectives, selon vous? En effet, je pense déjà la participation des gens sur le terrain, c'est très important. Nous, on dit tout le temps, quand je vois la France, comment on se positionne par rapport à l'IA, on met beaucoup en avant Mistral, on met beaucoup en avant des boîtes comme ça surfinancées. Et nous, quand on parle aux députés sur ce sujet-là, on leur dit, mais est-ce qu'on est allé sur le terrain, en fait, demander aux particuliers qui achètent sa maison comment ils l'utilisent, à l'agent immobilier, comment ils l'utilisent, au promoteur immobilier à Meudon, comment ils l'utilisent? Non, on ne l'a pas beaucoup parlé. Et donc, nous, on insiste vraiment là-dessus et on pense qu'il faut le plus vite possible, certes, pousser la techno française, mais surtout aller sur le terrain et voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'implémentent les entreprises? Pour quel cas d'usage? Quel risque? Parce qu'il y a plein de boîtes qui ne se rendent même pas du tout compte des risques. Donc à mon avis, déjà, on peut pousser jusque-là, redescendre beaucoup plus dans la strate. Et c'est bien de faire des grands plans d'IA, mais aller parler aux citoyens, ce qu'on a fait sur le climat et qui a ressorti plein de choses intéressantes. Il y a peut-être des choses à faire comme ça sur l'intelligence artificielle générative, je suis sûr. Donc voilà, beaucoup plus financé. On peut beaucoup plus déployer à l'échelle de l'école. Je pense qu'à l'échelle de l'école,
et j'apprends rien à personne, le gouvernement travaille dessus depuis très longtemps, mais avoir des cours autour de ChatGPT ou de l'IA générative, à la fois sur le potentiel et les dangers de ces outils, ça doit arriver très très vite. Je sais pas par quel bout il faut le prendre, mais ça doit arriver très très vite. Donc à mon avis, on va le faire et il faut déployer comme ça rapidement. Sur l'utilisation et les perspectives Hubert, pour terminer. Je pense qu'en tant que pays qui quand même a son mot à dire sur ces sujets-là, il y a complètement un enjeu d'acculturation et de s'en emparer collectivement. Et ça arrive de plus en plus. Il y a la métropole de Nantes qui est en train de créer un gigantesque débat de l'IA. Il y a la métropole de Montpellier qui a fait des assemblées citoyennes. Donc on s'en empare collectivement, politiquement, et ça c'est important. Mais quand on dit qu'on s'en empare politiquement, ça veut aussi dire de l'autre côté qu'il faut qu'on soit capable technologiquement de proposer quelque chose d'innovant, de singulier, de différenciant, qui ne s'inscrivent pas uniquement dans le sillage de ce que fait un ChatGPT, un Microsoft, puisque en effet, on ne pourra pas les battre si on joue avec leurs propres armes, mais je pense qu'on a quelque chose d'autre à aller chercher de manière un peu plus différenciante, française, avec panache, par exemple. Eh bien, merci à tous les deux. Merci beaucoup pour vos éclairages, pour votre pédagogie. On y voit un peu plus clair et puis le sujet est inépuisable. Je pense qu'on fera d'autres émissions ensemble sur l'intelligence artificielle, générative notamment. Hubert Béroche, merci beaucoup. Merci Olivier. Martin Pavanello, merci. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Imo.